Deuxième séquence, comment calculer son index égalité professionnelle. Nous avons vu ensemble dans la première séquence de cette série ce qui a amené le législateur à établir une obligation de résultat en matière d'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes pour compléter les obligations de moyens existantes jusque-là. Je vous propose de voir dans cette deuxième séquence, dans un mode tutoriel, comment procéder au calcul de l'index à travers ces 4 indicateurs s'agissant d'entreprises de 50 à 249 salariés ou ces 5 indicateurs dans les entreprises de 250 et plus. Retenons que l'index est avant tout un outil pour mesurer les écarts de rémunération, à la fois en distinguant de situations professionnelles et en ne comparant que ce qui est comparable. Conçu par un groupe de travail issu du monde de l'entreprise et présidé par la DRH du groupe Schneider, le dispositif répond à une obligation de transparence et à une obligation de résultat. Obligation de transparence sur les écarts de rémunération au moyen d'un index porteur de sens, car il est opérationnel pour permettre de mesurer les écarts de salaire en vue de dégager des voies de progrès concrets, simple, avec seulement 4 ou 5 indicateurs et fiable par sa méthode unique pour toute entreprise, transparent grâce à des données partagées et comprises, et efficient en dégageant des leviers d'action propres à chaque entreprise pour atteindre l'égalité de rémunération. Les obligations de résultat. L'entreprise dont l'index se révèle inférieur à 75 points disposera de 3 ans pour résorber les écarts salariaux. Examinons maintenant les différentes étapes nécessaires pour travailler sur le calcul de l'index. La première chose à vérifier est si l'on est assujetti à cette obligation. Toute entreprise y est assujettie dès lors qu'elle compte un effectif de 50 salariés ou plus en équivalent temps plein. Pour vérifier si ce seuil est atteint, il faut se référer aux articles L1111.2 et L1111.3 du Code du travail, et pour les entreprises de travail temporaire, à l'article L1251.4 du Code du travail. L'index doit être calculé et publié chaque année au plus tard le 1er mars. Celles qui ont un effectif de 50 à 249 salariés utiliseront la méthode de calcul basée sur 4 indicateurs. Et au-delà, elles utiliseront celle avec 5 indicateurs. Lorsque l'effectif de l'entreprise atteint 50 salariés, elle dispose de 3 ans pour calculer son index. En cas de constitution d'un comité social et économique au niveau d'une UES reconnue par accord collectif ou par une décision de justice, les indicateurs sont calculés au niveau de l'UES qui compterait au total 50 salariés ou plus. Par contre, un groupe constitué de plusieurs entreprises n'est pas concerné par cette obligation et il appartient à chaque entreprise du groupe qui aurait atteint le seuil de calculer son index. La deuxième étape consiste à choisir une période de référence de 12 mois. Le choix de la période de 12 mois appartient à l'employeur. Pour l'index calculé avant le 1er mars 2020 par exemple, la période choisie peut être celle de l'année civile 2019 ou toute autre période de 12 mois se terminant avant le 31 décembre 2019, mais jamais après cette date. La période de référence choisie une première fois, l'entreprise doit la conserver pour les années suivantes. Dans les 50 à 249 salariés, l'employeur peut choisir une période de référence pluriannuelle pour le calcul du seul indicateur portant sur les augmentations individuelles à partir des données de 2 ou 3 années. Le caractère pluriannuel peut alors être révisé tous les 3 ans. Nous allons à présent aborder une phase essentielle et particulièrement délicate de tri des données à prendre en compte dans le calcul des indicateurs. Tout d'abord, il s'agit de circonscrire la base de l'effectif servant au calcul de l'index parmi les effectifs totaux de l'entreprise. Nous allons exclure de cette base les apprentis,
les salariés sous contrat de professionnalisation, les salariés mis à disposition par une autre entreprise dont les intérimaires, les salariés expatriés, les salariés dont le contrat a été suspendu plus de 6 mois au cours de la période de référence, à savoir les arrêts maladie, les congés sabbatiques ou encore les salariés embauchés pendant la période ou qui ont quitté pendant la période, les salariés en pré-retraite. Ce tri peut nous conduire à un effectif inférieur à net effectif en équivalent temps plein. Par la suite, dans ce tutoriel, quand nous parlerons d'effectifs pris en compte dans le calcul des indicateurs, il s'agira toujours de ce sous-ensemble d'effectifs. Le deuxième tri auquel nous allons procéder va concerner les éléments de rémunération de cette base d'effectifs qui vont être pris en compte dans le calcul des écarts de salaire. Pour ce faire, nous allons repérer, pour chacun des salariés de la base d'effectifs de l'index, les éléments de rémunération à exclure, les indemnités de licenciement, les indemnités de départ à la retraite, les indemnités de fin de CDD, notamment la prime de précarité, les primes liées à une sujétion particulière liée à l'activité exercée. Par contre, on retient les primes liées à des objectifs ou à des responsabilités assumées par le salarié, les primes d'ancienneté, les versements effectués au titre de l'intéressement et de la participation, les sommes récupérées dans le compte épargne-temps, les actions, les stock options, les compensations différées en actions, les heures supplémentaires, les heures complémentaires. À présent, nous disposons de deux ensembles de données, l'effectif servant de base et les rémunérations à comparer. Ils vont nous servir au calcul des indicateurs. Quels sont ces indicateurs? S'agissant des entreprises de 50 à 249 salariés, ils sont au nombre de 4 avec une note finale calculée sur 100 points. Pour les entreprises de 250 et plus, l'index comporte 5 indicateurs avec une note finale calculée également sur 100 points. Le premier indicateur est commun aux deux index. Il permet de vérifier le principe à travail égal, salaire égal, en mesurant l'écart moyen de rémunération entre les femmes et les hommes. C'est un indicateur qui possède un point important dans le calcul de l'index, car il représente 40 points. Le deuxième indicateur est particulier aux entreprises de 50 à 249 salariés, car il intègre les indicateurs 2 et 3 de l'index qu'utilisent les entreprises de 250 et plus. Il mesure l'écart de taux d'augmentation individuelle entre les femmes et les hommes. Il peut s'agir d'augmentation hors promotion, indicateur 2 dans l'autre index, ou lié à une promotion, indicateur 3 dans l'autre index. Il ne s'agira pas de comparer la valeur des augmentations individuelles entre elles, mais bien un pourcentage des effectifs de femmes et d'hommes ayant bénéficié d'une augmentation individuelle. Cet indicateur est aussi relativement important car il compte pour un tiers des points de l'index des entreprises de 50 à 249 salariés. Le troisième indicateur, qui sera le même que le quatrième dans l'autre index, porte sur le pourcentage de femmes ayant bénéficié d'une augmentation dans l'année suivant leur retour de congé de maternité en application de l'article L 1225-26 du Code du travail. Le résultat de cet indicateur sera binaire 0 ou 15 points alors que les autres ont un barème dégressif. Et enfin, le quatrième indicateur, le même que le cinquième dans l'autre index, mesure la parité femmes-hommes dans les 10 plus hautes rémunérations de l'entreprise. Un rapide coup d'œil sur les 5 indicateurs de l'index pour les entreprises de 250 salariés et plus permet de retrouver la similitude entre les indicateurs 1 des deux index, de l'indicateur 4 avec le 3 de l'autre index, de l'indicateur 5 avec le 4 de l'autre index. Les indicateurs 2 et 3 ici correspondent à l'indicateur 2 de l'index pour les entreprises de 50 à 249 salariés.
Les 35 points sont également ventilés entre le deuxième indicateur 20 points et le troisième indicateur 15 points.